Le thème de la royauté sacrée, de la royauté divine a couru comme un fil conducteur dans mon cours de cette année. Je l'ai évoqué à propos de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Est, et aussi sous une forme un peu particulière dans le monde sud-américain avec les Incas. Et il y a une région, évidemment, qui est restée un peu de côté, qui d'une certaine façon est aussi une extension de l'Afrique de l'Est, mais avec des caractéristiques très particulières. C'est la royauté sacrée à Madagascar. Et il m'a semblé que la personne la mieux qualifiée pour en parler était Laurent Berger, qui est anthropologue, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui a étudié une royauté sacrée du nord de Madagascar, dans la région d'Amilobé, qui est une royauté sacrée qui semble avoir été établie au XVIIIe siècle. En tout cas, on a des sources, on dispose de sources pour retracer son histoire, et qu'il a étudié non pas comme un vestige, comme une sorte de fossile vivant d'une institution qui n'aurait plus de guère de sens, mais en étudiant très concrètement les négociations qui ont été menées entre cette royauté sacrée, c'est les courtisans et l'entourage du roi, et une multinationale qui s'intéressait à entreprendre un grand projet d'aménagement dans le territoire contrôlé par cette royauté sacrée. Et donc l'étude que Laurent Berger a menée, à laquelle il a consacré sa thèse de doctorat, et qui va, je crois, être publiée très prochainement, montre comment, au fond, une royauté sacrée perpétue certaines formes de pouvoir, de souveraineté, d'influence, dans des conditions qui ne paraissent pas s'y prêter, qui sont celles de la mondialisation capitaliste. Et au fond, cette adaptation, cette transformation et les rapports que la royauté sacrée entretient avec ce monde globalisé, je pense, sont très éclairants pour comprendre quels sont les fondements et les ressorts de ce pouvoir lorsqu'il est confronté à des situations différentes de celles dans lesquelles il a émergé. Donc, merci Laurent de venir nous parler de cela aujourd'hui. Je te remercie Philippe pour cette invitation et pour cette opportunité donc, qui m'est faite de participer à cette discussion sur la royauté sacrée et divine que toi, notamment Salins et Graeber, avaient récemment relancé. Donc j'assume d'emblée le caractère, disons, hémiplégique de mon intervention, au sens où je veux aujourd'hui me focaliser uniquement sur les propriétés invariantes et donc la persistance pluriséculaire d'un imaginaire rationalisant l'exercice du pouvoir et le mode de gouvernement d'une royauté donc sacrée du nord de Madagascar fondée au milieu du XVIIIe siècle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je vais laisser de côté ces nombreuses transformations précoloniales, coloniales et postcoloniales. Car mon objectif est d'interroger les conditions d'émergence, mais aussi les conditions de reconduction d'un tel imaginaire souverain et gouvernemental, et de montrer en quoi celui-ci se révèle étonnamment autonome au regard des changements de toute nature, sociodémographiques, politiques, religieux, économiques, qui ont scandé cette histoire à la croisée des influences bantoues, austronésiennes, indiennes, arabo-persanes et occidentales. Donc je commencerai par vous présenter ces conditions d'émergence, à la fois communes à toute l'île de Madagascar au XVIe et XVIIe siècle, et plus spécifiques à l'extrême nord de l'île au XVIIIe siècle, pour ce qui est du contexte donc, historique de fondation de cette royauté sacrée en tant qu'arme. De façon très schématique, le peuplement de Madagascar est marqué entre les XIIe et XVe siècles par le développement d'échelles commerciales islamisées, partie prenante du monde swahili sur sa façade occidentale, septentrionale, tandis que sa côte orientale,
voit s'implanter des vagues migratoires austronésiennes, pour certaines en provenance du nord de Sumatra, et disons qui sont indianisés, islamisés au travers du chiisme, ce sont les fameux Aframinia, et pour d'autres, originaires de Java, plutôt par ici, qui sont plutôt hindouisés et influencés par le bouddhisme. Tandis que les premières de ces vagues colonisent en priorité les embouchures des fleuves selon le modèle Srivijayan pour y contrôler le commerce transocéanique, les secondes remontent vers les hautes terres pour y développer la riziculture sur marais, en important le modèle propre à Mojopahit de fortification des collines en leur sommet en fonction de leur positionnement aux 8 points de l'espace cardinal. On ne dispose pas suffisamment d'informations à l'heure actuelle pour statuer sur la nature de ces formations politiques, en dépit des travaux archéologiques qui ont été menés sur les hautes terres, mais certains traits importants méritent d'être soulignés. L'existence tout d'abord de mythes de souveraineté, le cycle des Anjayambawaka, qui scelle la triple alliance du ciel, des eaux et de la terre. Ensuite, la symbolique de l'espace et des couleurs, opposant les aristocrates régnants aux groupes autochtones, sur la base notamment du privilège de l'acte sacrificiel d'égorgement du Sébu lors des cérémonies collectives. Et surtout, j'insisterai là-dessus, l'importance d'une force occulte et d'une puissance divine efficace, le Hashin, à la fois transmise en lignée utérine royale et par le biais des rituels. Avec ce concept de Hashin, on dispose là en quelque sorte d'une idée valeur centrale du Monsienne, basée sur son opposition avec le concept de Heiri, qui, tout en s'inscrivant comme le contraire du Hashin, est englobé par celui-ci. Tandis que le Heiri fait référence à une force et puissance énergétique immanente à l'existence de l'univers et de la vie, diffusée et recyclée d'un être à l'autre en fonction des rapports de force aléatoires qui les relient dans la lutte pour l'existence, et qui portent donc en elle la décomposition et la disparition des êtres, le Hashin résulte de la capture et de la canalisation de cette force brute par des procédés rituels et des voies mystiques sous la responsabilité d'êtres intentionnels et l'autorité d'êtres intentionnels humains et non humains, des divinités, Zanahari, des ancêtres, Razanga, des idoles, Sampi, des talismans, Oudi, des reliques, Zini, et bien entendu des rois sacrés et divins. Ce qui compte dans le contrôle de cette puissance exprimée à travers la notion de Hashin, c'est sa mise au service de l'ordonnancement hiérarchique et de la croissance et reproduction des collectifs, où chaque être trouve sa place selon son rang pour le bien commun de tous, dans un univers habitable, durable et jusqu'à un certain point prévisible et solidaire. Si les êtres dits Maheri le sont en vertu de cette puissance amorale qui les anime et les traverse, les êtres dits Mahashin le sont eux en vertu des précautions et du traitement singulier dont ils font l'objet, de par leur mise à l'écart d'autrui et à l'abri du temps et de l'entropie. Donc là, je vous ai présenté, si vous voulez, les différents codes, les principales oppositions binaires qui constituent à la fois des nomenclatures sensibles, mais aussi des registres de relations de parenté, des registres plutôt météorologiques et des registres rituels. C'est au tournant du XVIe siècle que cette idée-valeur, l'opposition Hashin-Heiri, se propage à l'ensemble de Madagascar. À la suite de l'arrivée en provenance de Mayotte, ici, sur toute la façade, ils arrivent par l'extrême nord et ils descendent et ils s'implantent régulièrement sur toute la côte orientale, de groupes islamisés, plutôt sunnites, bien que peu pratiquants, en tout cas ils ne respectent pas les 5 piliers de l'islam, qui sont capables de transcrire en caractère arabe les connaissances ésotériques malgaches existantes, ce qui donnera les fameux manuscrits sorabés.
Ces groupes islamisés, c'est un point important, sont alors accompagnés d'un clan noble, Shona, du Grand Zimbabwe, les Kazimambo, et s'enclenchent alors, à l'échelle de toute l'île, par effet domino, une période intense de migration, de brassage de population, d'affrontements, d'alliances et de recomposition hiérarchique des formations politiques existantes, dont la plupart vont devenir des royautés sacrées ou divines, développant les précédents éléments austronésiens à partir de 6 directions. Premièrement, une figure souveraine hors clan, associée à des régalias que l'on retrouve partout à Madagascar, la conque marine, les tambours, le palais princier, les reliques et les étoffes rouges et blanches. Deuxièmement, à partir d'une hiérarchisation statutaire des groupes de descendance nobles et roturiers, distincts des esclaves sans ancêtres. Troisièmement, des cérémonies royales collectives, telles que la circoncision, le bain et les funérailles. Quatrièmement, à partir d'une nomenclature des qualités sensibles, centrée sur l'opposition du pur et de l'impur, du frais et de l'humide, du dur et du tendre, de l'imputrescible et du putrescible, du lumineux et du sombre, qui duplique celle du Ashina et du Eri. Cinquièmement, il développe une utilisation ritualisée d'éléments fondamentaux que l'on va retrouver dans toute l'île de Madagascar. Le zébu, le riz, le kaolin, appelé tanfoots, la terre blanche, le miel, l'eau, les ficus, les liliacées, qui sont toutes des plantes qu'on appelle dans le nord de Madagascar mortes vivantes, je reviendrai sur cette expression, des bananes, qui font partie de ces plantes mortes vivantes, mais aussi les chevelures sont mobilisées rituellement, les métaux précieux, les talismans, une forme de calendrier luno-solaire et des mâts sacrificiels. Enfin, dernier élément développé, l'importance prise par les devins guérisseurs, conseillers du souverain, que l'on appelle Umbiash Moasi, dont l'appellation est dérivée du radical du concept de Hashin, qui sont versés dans la géomancie, l'astrologie zodiacale et la confection de charmes. Or, c'est paradoxalement l'irruption des Portugais au XVIe siècle dans l'océan Indien qui va permettre de réaliser ce creuset civilisationnel malgache à compter du XVIe siècle. Le XVIe siècle, XVIIe siècle est une période charnière. Parce que, tout simplement, les Portugais portent un double coup d'arrêt, d'une part au processus de swahilisation de l'île, du nord-ouest de l'île, par le pillage et la destruction des échelles commerciales islamisées, et d'autre part aux vagues austronésiennes de la façade orientale à la suite de la prise de Malacca au début du XVIe siècle. Ainsi, les dynasties régnantes des premières royautés Antémour et Tanouche du sud-est de l'île vont avoir tout le loisir de se scinder en lignées, essaimmant avec leurs dépendants et alliés, à l'encontre des populations locales, vers le centre. Elles y fonderont les principautés Betsileu, Merne, Tangal, mais aussi et surtout vers le sud-ouest, dans cette région-là. Et du sud-ouest vont naître au XVIIe siècle, à partir d'une seule et même lignée dynastique redessinée par l'incorporation d'étrangers arabo-persans et africains parfois naufragés, les seigneurs de l'or, les fameux Andrianam Boulamena. Et de cette dynastie vont naître les royautés Massikour, Bara, ça s'écrit Bara, Mahafal, Tandrouille, plus au sud,
et bien entendu celle plus au nord, dénommée Sakalav, qui va s'étendre progressivement tout au long du XVIIe siècle sur toute la façade occidentale de l'île, le long donc des plaines et des savanes qui caractérisent cet écosystème. Et c'est justement dans le cadre de l'expansion impériale de ces royautés divines Sakalav, au XVIIe et au XVIIIe siècle, que va se jouer la fondation de la royauté sacrée en Tankargne, à l'extrême nord de l'île, dans cette région. Dans des conditions historiques très particulières dont il me faut dire deux mots. Puisque la dynastie régnante en Tankargne, toujours contemporaine, que l'on appelle les Afinfoots, les petits-fils de l'argent, n'est autre qu'une branche cadette de la dynastie Zafinmen, Sakalav, qui sont descendants de ces fameux seigneurs de l'or. Probablement, on n'a pas encore de démonstration totale de ce fait, cette dynastie Zafinfoots, future fondatrice de la royauté en Tankargne, résulte probablement de l'alliance d'une princesse Sakalav avec un puissant chef autochtone qui a fait sécession en s'exilant en quête de son propre royaume lors des querelles de succession des intrigues de palais. Aussi, saisir la singularité du Fanzakan en Tankargne, c'est-à-dire de l'imaginaire souverain et gouvernemental en Tankargne, saisir sa souveraineté gouvernementale implique d'appréhender plus particulièrement la conjoncture historique présidant à son émergence, du fait que cet imaginaire et les conditions pratiques de ces manifestations symboliques découlent en partie des institutions propres aux royautés Sakalav. D'où l'importance de ces conditions d'émergence. Donc avant de brièvement présenter les trois institutions fondatrices des royautés Sakalav, il faut avoir à l'esprit le caractère extrêmement hétérogène des populations qui composent ces formations politiques malgaches. C'est un point fondamental, la notion d'ethnie ne tient pas en fait. L'expansion, prenons le cas de l'expansion impériale Sakalav, dans sa première phase, au Ménamé, au XVIIe siècle, à partir de 1630. Cette expansion intègre plus de 65 tribus et bandes de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs différents, dont certains sont des esclaves échappés des cités-États swahili de Malindi, de la côte orientale africaine. D'autres sont des chasseurs-cueilleurs bantous, sur la façade occidentale. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, on ne parle pas malgache sur l'ensemble de l'île. Plus d'un tiers de ces populations intégrées à l'empire Sakalav proviennent d'une principauté de l'ouest de l'île, tombée en guerre civile après qu'un jésuite portugais eut convaincu son roi d'évangéliser son peuple et d'abandonner ses cultes de reliques et ses cultes de possession lignagés, donc à l'échelle des groupes de descendance. Et ce sont ces groupes, les Mashokulumba du Zambèze, c'est-à-dire des Shona du Grand Zimbabwe, menés par le fils rebelle de ce roi, qui vont fournir à la royauté divine Sakalav ses guerriers les plus nombreux expérimentés. Ils vont s'allier, les Sakalav vont s'allier aux négriers occidentaux pour obtenir métaux précieux, armes et munitions, et vont devenir en capacité de conquérir et de soumettre à leur contrôle toute la côte occidentale jusqu'aux échelles swahili du nord-ouest qu'ils vont s'approprier et dont ils vont chasser les populations islamisées. Quelles sont ces trois institutions fondamentales Sakalav? La première innovation technologique et institutionnelle est l'élevage bovin extensif, plaçant des dizaines et des dizaines de milliers de têtes de bétail marquées par des blasons au niveau des oreilles, au cœur des relations entre et au sein des groupes de descendance. Que cela soit avec le prix du sang et de la fiancée évalué principalement en zébus, selon le rang du groupe concerné, que cela soit avec le sacrifice de zébus exigé pour les rituels d'intronisation, d'affliction ou du cycle de vie, ou bien que cela soit avec la localisation géographique des segments résidentiels de ces groupes dans les hameaux
à proximité des rives fluviales, des pâturages et des campements itinérants de transhumance. L'exercice du pouvoir souverain et gouvernemental Sakalav se fonde à ce niveau sur ce qu'on pourrait appeler un artifice imaginaire, qui est que les ébus ne sont pas équivalents entre eux, ni interchangeables les uns avec les autres. Leurs différentes robes, leurs différentes formes de cornes, de couleurs, de têtes, indexent plus d'une centaine de spécimens, dont souvent un seul ou un très petit nombre convient aux différents types de compensation matrimoniale et de pratiques rituelles. Or, les aristocrates sont les seuls dans la royauté Sakalav à disposer d'un troupeau suffisamment vaste pour être géré centralement et reproduit rationnellement afin d'assurer cette diversification catégorielle, ce qui leur permet d'établir des relations clientélistes avec les groupes roturiers. Ces derniers viennent en effet puiser dans les troupeaux royaux au gré de leurs besoins matrimoniaux et rituels, en échange de prestations de services et de dons de biens matériels et d'épouses. La seconde innovation majeure est le culte de possession par les ancêtres royaux, le fameux culte des Tchum, et le culte des reliques royales, qui sont constitutifs de ce que l'on pourrait appeler la religion de cet état segmentaire Sakalav. Ces cultes sont organisés par une espèce de personne singulière, qu'on pourrait même traduire l'expression par la notion de race, de par ses implicites sémantiques. Cette espèce de personne singulière, on les appelle les Razangulu. Ce sont des personnes à qui l'on ne reconnaît ni ancêtres, ni parents. Ils sont les Sambiarivu, les milles indistincts, chacun d'entre eux est 1000, rattachés physiquement et exclusivement à la personne vivante du roi au palais princier, que l'on appelle douane, ou bien à son cadavre inhumé et à l'esprit défunt des anciens souverains réincarnés à la nécropole royale, que l'on appelle Mahabu. Ces personnes, les Sambiarivu, forment des castes de serviteurs royaux sur la base des tâches spécifiques qu'ils accomplissent. Par exemple, les Dzingu assurent le travail de dessiccation du cadavre royal et la fabrique des reliques. Ils assurent le lavage purificateur des lieux et des êtres vivants en étant les intercesseurs rituels auprès des ancêtres royaux. Le chef des Dzingu est appelé le Grand Taureau, Umbilaibe. Ce groupe fournissait d'ailleurs un des leurs pour être égorgé lors de la cérémonie périodique du bain des reliques ou des funérailles royales, après avoir été nourri, habillé, couvert de bijoux en or et traité comme un roi la semaine précédant sa mise à mort. Un membre de cette caste de serviteurs royaux. D'autres Sambiarivu, dont le nom peut signifier par exemple ceux qui cornaquent les ébus, assurent la garde prétorienne du roi ou l'intendance du palais au quotidien. Ils gardent les troupeaux royaux, ils cultivent le domaine royal. Ils élèvent les enfants de la famille princière. Ils gèrent le trésor royal ou veillent sur les reliques en supervisant l'organisation des grands rituels royaux. Et, de façon cruciale, ils reconnaissent la qualité de possédé royal et participent au choix et à l'intronisation du nouveau souverain avec les chefs roturiers, ceux qui possèdent la terre, les Manantan, dont certains sont aux douanes et aux Mahab pour encadrer ces castes de serviteurs royaux. Ce sont ces castes, les Sambiarivu, qui trouvent le nom de souvenance et de bénédiction du souverain après sa mort, par exemple. Ce qui est compliqué dans les archives à Madagascar, c'est que les souverains ont un nom qui est différent de celui qui leur a attribué de manière posthume. La majeure partie de ces races de personnes, comme je les appelle, de ces espèces de personnes, les Razangulu, sans ancêtres ni parents, sont appréhendées comme le bétail coupé du troupeau, à Vakaumbi. Ils vivent d'ailleurs au palais princier ou à la nécropole royale, littéralement parqués dans des enclos à zébus, dénommés Vala. Quadrillant ces agglomérations,
en fonction des points cardinaux, avec en leur centre le roi régnant ou les reliques protégées et enceintes de palissades. Et inversement, lors des grandes cérémonies royales, ils regroupent et répartissent en leur qualité de bergers, de gardiens qui veillent, ou luampiambing, les sujets sakalaves dans des parcs à zébus temporairement construits, dont l'architecture et la disposition spatiale reflètent l'organisation politique du royaume. Troisième innovation majeure, enfin, l'esclavagisme associé au monopole de la traite indo-océanique aux embouchures portuaires. Cette innovation est cruciale, nécessaire, et découle du fait que les castes de serviteurs royaux sont composées pour l'essentiel de captifs de guerre ou d'esclaves africains achetés auprès des marchands swahili, arabo-persans et indiens. On les appelle les Andev ou Nimpanzaka. Le reste de ces castes de serviteurs royaux sont des sujets sakalaves, réfugiés auprès du roi pour de graves délits et de graves transgressions sacrilèges, et qui ont été déchus de fait de leur appartenance à des groupes de descendance. Ces différentes races de personnes affectées aux douanes au service du roi de son vivant le suivent en effet à sa mort pour veiller ses reliques et entretenir rituellement sa mémoire à sa nécropole, au Marabout. Ce qui implique donc de renouveler régulièrement l'apport d'esclaves au service de cette administration des vivants et des morts, de cette bureaucratie, pourrait-on dire, qui s'intercale entre la figure souveraine et les groupes nobles et roturiers. C'est en ce sens que l'on peut parler, à mon avis, de royauté divine, donc d'état segmentaire. L'esclavagisme, est essentiel à la reproduction donc, des castes de serviteurs royaux, tout comme le monopole de la traite l'est pour s'approvisionner en métaux précieux, notamment les parures en or, en armes surtout et en munitions, pour se garantir ainsi le contrôle régional de ce que Goody appelait les technologies de destruction, et qui jouent un rôle majeur évidemment dans l'édification des États. Les royautés divines sakalaves reposent donc sur un appareil monarchique à deux têtes, Douane, Mahabu, qui est dupliqué selon le modèle srivijayan, de l'aval à l'amont des embouchures et rives fluviales, aux différents lieux névralgiques où se joue l'accès aux ressources écologiques et la distribution, la répartition spatiale des troupeaux, des biens commerciaux et des groupes de descendance. Ce développement sur les royautés sakalaves divines me paraît essentiel pour saisir la spécificité de la royauté sacrée en tant qu'arme, au vu de la conjoncture historique qui préside à sa fondation. Probablement lors de l'interrègne et des querelles de succession consécutives au décès du fondateur du premier royaume sakalave du Ménabé, aux alentours de 1683, la branche dynastique Zafinfuts, descendant de l'une des filles de ce fondateur, migre donc avec ses dépendants vers l'extrême nord de l'île jusqu'à s'implanter sur l'île de Nosibé, au nord-ouest. Ici. Le problème alors principal auquel s'affronte cette dynastie, cette branche dynastique, pétrie de cet imaginaire souverain gouvernemental sakalave, est l'impossibilité conjoncturelle à transférer et reconduire localement les trois innovations qui ont fait la réussite et la puissance sakalave. Premièrement, ils sont peu nombreux et ils ne disposent pas de vastes troupeaux de zébus. Ils ne peuvent pas s'appuyer au départ sur l'élevage bovin extensif. Deuxièmement, ils arrivent dans une zone du littoral temporairement délaissée par les navires marchands de l'océan Indien depuis que la royauté divine de Gingimar et son port of trade se sont effondrés au milieu du XVIIe siècle. Troisièmement, ils pénètrent dans des écosystèmes distincts des plaines et des savanes auxquelles ils étaient habitués et qui sont habités par des populations clairsemées à la densité démographique extrêmement faible.
Cette région septentrionale se caractérise en effet par la grande diversité des sols et des végétations, corrélée à l'alternance régulière de vallées, de savanes, de mangroves, de montagnes, de forêts, de côtes du littoral, qui permettent de passer seulement à quelques dizaines de kilomètres de distance, par exemple, d'une forêt primaire ombrophile à un bush xérophile. Si je vous donne ces informations, c'est parce que répétées de proche en proche, cette articulation de paysages, pour les uns empruntés aux dépressions, deltas et vallées alluvionnaires favorables à l'agriculture de subsistance, pour les autres recouverts de couches sablo-argileuses propices aux feux de brousse et à la transhumance, donc à l'élevage, cette articulation de paysages permet l'établissement de territoires de parcours à divers étages, capables d'abreuver et de nourrir les bêtes en toute saison, à peu de distance d'une production agricole et cynégétique, ce qui favorise ainsi la grande mobilité des populations qui en vivent, et donc la stratégie de l'exit, le fait de partir lorsque l'on est confronté à un pouvoir par trop coercitif. Ces populations, dans les traditions orales, sont d'ailleurs identifiées en fonction de leur cadre de vie, où elles inhument leurs défunts et dont elles tirent leurs biens commerciaux. Littéralement en malgache, on les appelle les gens de la montagne d'ambre, les gens du corail, les gens de la forêt, les gens de la plaine, etc. Donc, les Afin Foods trouvent à leur arrivée des populations dont on ne sait pas grand-chose, mais par contre, ce que l'on arrive à reconstituer, c'est la stratégie de développement qu'ils mettent en place pour pallier, disons, à la non-reconduction des 3 innovations majeures qui ont fondé les royautés divines Sakalaves. Et, vous l'aurez peut-être deviné, ils commencent par se comporter, d'une part en bande de pillards qui vont razzier les ébus et capturer des esclaves parmi les populations locales, et d'autre part, ils vont tenter de coloniser les embouchures et les confluents en s'installant dans les anciennes échelles commerciales du nord-est, autrefois fréquentées par les navires swahili, arabes, indiens et austronésiens, et désormais habitées par les malgaches arabisés et swahilisés, les fameux Anzouat, les Antaloches, qui ont été chassés du nord-ouest par l'expansion sakalave récente. Seulement, cette stratégie de reconduction des fondamentaux sakalaves est mise à mal par une conjoncture historique particulièrement défavorable. La piraterie occidentale s'est repliée à l'époque sur le nord de Madagascar, après avoir été chassée des Caraïbes, et a précipité l'effondrement des échelles de la côte est, Voema, Bemanevica, Benavouni. De surcroît, l'empire sakalave, soucieux de conserver son monopole de la traite transocéanique, en a fait de cette piraterie son allié privilégié et exclusif, tout en multipliant aussi les alliances matrimoniales et politiques en direction des Anzouat et des Antaloches qui vivent dans ce qui reste de ces échelles. Enfin, la traite esclavagiste européenne, à partir de la côte orientale pour alimenter l'économie de plantation des Mascareignes, n'en est qu'à ses balbutiements et ne décollera véritablement qu'à partir de 1730. Donc vous avez là une conjoncture historique qui rend impossible le fait de constituer de vastes troupeaux bovins, de pratiquer l'esclavagisme à grande échelle et de se garantir un contrôle monopolistique du commerce indo-océanique. Et de cette impossibilité résulte en fait la fondation de la royauté sacrée en tant qu'arme par les Afin Foods, lorsque, pourchassés au nord par les armées impériales sakalaves désirant mettre fin à leur Asia intempestive, qui s'attaquent désormais, on le voit dans les archives, aux établissements pirates du littoral, ces anciens nobles sakalaves donc trouvent refuge au milieu du XVIIIe siècle dans le massif de l'Encargne, auprès des populations locales,
et vont bénéficier de la mort inespérée du souverain Sakalave et de la querelle de succession qui s'ensuit pour négocier un retrait des troupes présentes qui préfèrent aller disputer le pouvoir vacant, et donc une relation tributaire à la royauté Sakalave, tout en scellant un pacte politico-religieux avec les groupes autochtones. Alors, quelle est la nature de ce pacte conservé encore aujourd'hui dans les traditions orales, roturières et nobles? Il repose principalement sur 3 initiatives instituantes et complémentaires l'une de l'autre. 1. L'inhumation de la lignée dynastique Zafin-Foots dans les cavités rocheuses du massif calcaire jurassique de l'Encargne. 2. La nomination élective du souverain par les groupes roturiers. 3. La réalisation périodique à l'échelle du royaume d'un grand rituel de réintronisation du souverain en tant qu'Argne. Donc là, vous avez des images de ce fameux massif calcaire jurassique de l'Encargne. L'accès pour inhumation conféré par les populations locales à la dynastie Zafin-Foots est un geste d'autant plus fort que ces roches forment des lapiaz géants, des tsing en malgache, et des falaises à pic tout autour d'un cirque qui abrite plaines, grottes, rivières, canyons, dolines, gorges, lacs, forêts vertes et sèches, le tout constitutif d'un écosystème riche, très riche, en espèces animales et végétales rares et uniques. Le commandant Cousteau a été des premiers à investir en Occident ce massif de l'Encargne. Par ailleurs, ce massif constitue aussi le château d'eau potable de la région. Et d'un point de vue militaire, il constitue une forteresse naturelle par excellence, car le principal accès à ce cirque et à ces écosystèmes est une longue voûte souterraine dont le principal passage, et le passage unique si vous voulez, se rétrécit en son milieu à l'échelle d'une porte d'environ 1 mètre de hauteur. Donc avec 2 hommes, vous pouvez garder l'entrée de cette forteresse naturelle. Troupeaux, habitations, champs, populations, trésors royaux, tombeaux royaux ont donc été régulièrement à l'abri de ce massif corallien au cours de l'histoire, lors des conflits guerriers qui ont scandé l'historicité de cette royauté et de ses rapports avec ses voisins jusqu'au XIXe siècle, où ce passage secret a été éventé et où les techniques permettaient d'escalader les lapiaz géants. Donc, ce massif, dès le départ, de par l'inhumation des souverains Zafin-Foots, je reviendrai sur ce point, tout simplement parce que ces lapiaz géants, ces arangues, ces laves de coulée blanches, ces stalactites et ces stalagmites dans les cavités rocheuses, sont considérées elles aussi comme des espèces mortes vivantes, des catégories d'êtres morts vivants. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Donc, vous avez un massif calcaire qui a incarné écologiquement, pourrait-on dire, l'autonomie politique et l'indépendance souveraine du royaume, et en même temps qui a constitué son centre religieux de concentration du Hachin, du fait que les eaux des nobles Zafin-Foots qui étaient répartis dans les lieux stratégiques, notamment les embouchures et les rives fluviales de la région, aient été systématiquement convoyées lors de secondes funérailles, après le travail de dessiccation, au cœur de ce massif, dont ils avaient l'exclusivité. Le massif de l'Encargne, cela ne vous étonnera point, est ce qui donne son nom à la royauté sacrée en tant qu'Argne, littéralement les gens de l'Encargne, les gens de ce massif. En l'absence d'une caste de serviteurs royaux assignés au traitement du cadavre royal, la dessiccation du corps, que l'on appelle
en Antancargne le travail de l'écaille, en écho à la production d'écailles de tortue, dont ils étaient les spécialistes à l'époque, à Sargne. Le convoiement donc des eaux dans les cavités rocheuses du massif. Toutes ces pratiques se sont réalisées sous la supervision de la lignée aristocratique, c'est-à-dire de la famille du souverain défunt, et non pas sous la supervision d'une caste de serviteurs royaux. Cela s'est réalisé le jour, et non la nuit, comme chez les Sakalaves, et indépendamment de tout sacrifice humain. Les ancêtres royaux Afinfoots, s'ils peuvent être invoqués rituellement, ne peuvent se réincarner parmi les humains lors de cultes de possession. Il n'y a pas de Mahab. Contrairement aux Afinmen Sakalaves, ils ne pardonnent pas la commission de délits graves et la transgression sacrilège d'interdits, par la déchéance d'appartenance à un groupe de descendants et la mise au service du roi, grâce notamment à l'intercession des fameux Dzingu, qui lavent et qui sont habilités à purifier les personnes souillées. Cela implique que leur blâme, le tsing, leur malédiction, disent les gens, est beaucoup plus sévère et est de nature irréversible. Leurs sujets ne peuvent se repentir, comme ces suppliques chantées à leur adresse lors des grandes cérémonies royales par la foule le rappellent indéfiniment. Un chant qui répète et qui scande « Nous, par rapport à vous, nous nous repentons, nous repentons, nous repentons, nous repentons ». Comme dit le proverbe, ils ne sont pas un piment que l'on croque aujourd'hui et qui pique le jour même. Donc en l'absence de funérailles royales populaires et de Mahab comme espace rituel fédérateur, c'est un grand rituel royal, le Tsangatseng, que l'on appelle la cérémonie d'élévation du mât, et par dérivé en fait, littéralement, de l'expression l'élévation de l'esprit étendard. Le Seng, Tsangatseng, l'élévation de l'esprit étendard, je vais revenir sur ce point fondamental. Cette cérémonie fait de la multitude des populations qui gravitent autour du massif de l'Ancargne des sujets de la royauté Antancargne, à travers leur participation coordonnée dans tout le royaume à une division du travail rituel assignée sur la base de l'appartenance au groupe de descendance nobles et roturiers. Je reviendrai à la fin sur cette cérémonie collective, mais je veux juste souligner ici que sa particularité est de réintroniser périodiquement le souverain Afinfoots. Actuellement, le rituel a lieu tous les 5 ans. Et le cœur de cette cérémonie, qui dure et qui s'étale sur presque un mois, est de traiter un mois royal, d'abord comme s'il était le cadavre du roi lorsqu'il tombe et s'affaisse. On prend volontairement un bois tendre, malem, mou, que l'on fiche dans la terre, que l'on plante dans la terre, et qui va s'affaisser quelques années après. D'ailleurs, sur la colonisation, lorsque les Français proposent de remplacer ce mât en bois par un poteau en fer, afin qu'il n'ait pas à reproduire le rituel périodiquement, les Antancarnes sont désespérés face à l'incompréhension du pouvoir colonial sur leurs propres institutions. Donc, on va traiter ce mât royal au cours de cette cérémonie, d'abord comme le cadavre du roi, ensuite comme s'il était un couple à marier en vue de la naissance du souverain, et enfin comme s'il fécondait sexuellement la terre-mère en étant planté à la verticale dans le sol. Cette réaffirmation régulière, selon laquelle c'est le peuple qui fait du prince prétendant un roi souverain, comme on dit en Antancargne, qui est dépositaire donc de la condamnation à mort impunie, autrefois par noyade et empoisonnement, aujourd'hui seulement par la malédiction et le blâme de ses ancêtres royaux. Donc cette réaffirmation régulière va de pair avec le rôle des chefs des groupes roturiers dans la désignation de son successeur après sa mort. Ce sont en effet les conseillers roturiers, les Manantan, les Fatel ou les Rengai, qui représentent auprès du roi les clans et les groupes de descendance résidentielle, qui en assemblée décident du choix du nouveau souverain dans la liste des prétendants qui leur est transmise et soumise par les conseillers nobles, les Anadouanes, qui représentent les clans et les groupes de descendance résidentielle aristocratiques.
Le palais royal, le douane, on appelle comme chez les Sakalaves, n'est censé avoir ni propriétaire ni maître. Tsistopuntan. Il n'est occupé que par le souverain en fonction, choisi, élu et porté par ses conseillers roturiers, aujourd'hui en palanquin, autour du mât royal d'intronisation à la fin du Tsangatseng. Ce sont ainsi les principaux groupes roturiers qui, de par aussi leurs fonctions militaires et policières, garantissent au roi la singularité de son statut au regard des prétentions de ses nobles rivaux et en échange du respect de leurs propres lois coutumières. Donc là, vous avez opposé, si vous voulez, le modèle sakalave de la royauté divine. Vous avez une administration qui s'intercale entre la figure souveraine et les groupes de descendance nobles et roturiers, et la royauté en tant qu'argne, où cette caste de serviteurs royaux, cette administration n'existe pas, et où le souverain est, on pourrait dire, cornaqué, encadré dans l'exercice du pouvoir politique et dans les décisions qu'il prend au nom de la royauté du peuple, toujours, par les groupes roturiers les plus puissants, avec l'appui des groupes nobles, mais ce sont finalement les groupes locaux autochtones qui s'intercalent entre la figure souveraine et ses rivaux aristocratiques. Donc si cette étude de cas en tant qu'argne me paraît exemplaire, c'est qu'elle cristallise au fond ce qu'en anthropologie des auteurs classiques comme Ockart, De Heusch, Adler et Müller ont identifié comme le plus petit dénominateur commun de la royauté sacrée, à savoir l'existence dans les formations politiques tribales d'un personnage singulier, dépositaire d'une force occulte et d'une puissance divine garantissant un surplus d'efficacité aux actions entreprises, le Hashin, responsable du bien-être collectif et surtout en charge de rituels qui assurent la fertilité des terres et des végétations, la fécondité humaine et animale, la prospérité et vitalité des sujets, ainsi que la régularité des phénomènes météorologiques, la pluie, le vent, l'ensoleillement, mais aussi l'alternance des saisons. La singularisation de ce personnage, dans les écrits anthropologiques, s'opère à 3 niveaux, principalement, que l'on va retrouver dans la royauté sacrée en tant qu'argne. C'est-à-dire que toutes ces caractéristiques sont des propriétés invariantes de la royauté sacrée en tant qu'argne. Premièrement, ce personnage se singularise, cette figure royale se singularise par sa mise à mort réelle ou symbolique, c'est-à-dire par la déposition et la réintronisation rituelle ou la substitution d'une victime sacrificielle. Chez les Antancarnes, c'est la réintronisation rituelle périodique. Elle se singularise, cette figure, par son positionnement hors clan, en triple rupture avec les règles de l'alliance, de l'affiliation et de la résidence des groupes de descendance. Le roi n'a pas de parents et peut s'interposer de façon médiatrice dans le jeu factionnel des fusions et scissions segmentaires. Elle se singularise, enfin, par sa transgression d'interdits. Le roi n'a pas de tabou. On a des exemples, évidemment, de pratiques de l'inceste, d'une sorcellerie mortifère ou d'un cannibalisme assumé. Et au-delà de la transgression d'interdits, peut-être la fonction la plus importante par laquelle cette figure se singularise, c'est celle de sacrificateur universel, au nom du collectif. En d'autres termes, on peut dire que la royauté sacrée est d'abord la légitimation du pouvoir de l'un, exercé sur la multitude, au nom du gouvernement de la vie, par le contrôle rituel des sources imaginaires de l'existence. Ce sera en tout cas ma définition dérivée de ces auteurs classiques, car chez les Antancarnes, on dit que le roi sacré, justement, est comme le bétail. Il n'a ni parents ni tabou. Il peut vous violenter arbitrairement à tout moment, à l'image des coups de corne que le zébu est susceptible de vous donner sans raison. Il peut coucher avec ses sœurs classificatoires et enfanter sans s'attirer le blâme de ses ancêtres. Pratique qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est de cet imaginaire gouvernemental dont je voudrais maintenant plus particulièrement vous parler. Donc chacun aura pressenti que les conditions de reconduction d'un tel imaginaire sur la longue durée
tiennent en premier lieu de la dimension invariante des rituels qui symbolisent cet imaginaire. Respecter ces coutumes ancestrales, ces coutumes rituelles, me disait un conseiller royal roturier, est ce qui nous rend humains et ce qui fait de nous des personnes en vie. Il ne peut être question de changer ces coutumes ancestrales, même si la manière de les diriger, de les conduire, est toujours appelée à changer et évoluer. L'extrait que je vous ai mis en exergue de ma présentation. Les rituels du cycle de vie, au-delà de leur diversification selon l'origine géographique des groupes de descendance et de leur aménagement au gré de l'exode rural et des conversions au monothéisme, se sont étonnamment perpétués au nord de Madagascar. Il existe toujours, comme au XVIIIe et XIXe siècle, l'enterrement du placenta et la sortie de l'enfant à la naissance, la coupe de cheveux aux premières dents, la circoncision pour les garçons prépubères, le mariage sous contrat annuel avec compensation matrimoniale et douaire rétrocessible s'il est cassé avant l'année écoulée, la fondation de lieux habitables et cultivables pour briser et refroidir la terre en y chassant les esprits chtoniens par le respect de leurs interdits, et bien entendu les funérailles des défunts. Toutes ces pratiques, j'y ai assisté, j'y ai participé, et on en trouve trace dans les archives dès le XVIIIe siècle. C'est la participation aux funérailles, hélas relativement fréquente, qui entraîne principalement l'apprentissage de cet imaginaire souverain et gouvernemental. Car on y fait l'expérience sensible, non seulement des nomenclatures dérivées de l'opposition du Hashin et du Eri, mais surtout que du bon traitement rituel du cadavre découle la possibilité pour la personne du défunt de devenir un ancêtre. Et, autrement dit, qu'ils deviennent, pour ses parents, une entité intentionnelle dont ils vont commémorer l'histoire de vie stylisée, sous forme de tantara, une entité capable de communiquer avec eux dans leurs rêves, le principal espace d'interaction, en dehors du rituel, et une entité qui agisse comme source de transmission du Asing. Alors, chez les Antankar, on ne dit pas Ashina, on dit Asing. Voilà, petite variation dialectale. Donc, ce sont des sources de transmission du Asing pour l'épanouissement des conditions de vie des descendants. Alors, bien entendu, tous les cadavres ne peuvent prétendre à ce privilège. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas pu faire l'objet d'un tel traitement parce qu'ils ont été noyés, brûlés, dépecés ou portés disparus. Ces cadavres perdus, comme on dit, verfati, deviendront des êtres intentionnels et malveillants invisibles, errant dans le monde des vivants comme fantômes, diables ou créatures effrayantes. Il y a ensuite ceux qui ne disposent pas, les cadavres qui ne disposent pas des éléments de physicalité, enfin un clin d'œil à Philippe, les dents, les crânes sans fontanelle par exemple, ou des éléments d'intériorité nécessaires. Trois principaux qui participent de la conception de la personne: l'intentionnalité, le dzeir, l'intelligence d'esprit calculatrice. Je vous expliquerai pourquoi je traduis la notion de seigne, justement, par cette notion d'intelligence d'esprit calculatrice, et ce que l'on pourrait appeler la sagesse morale, plutôt logée dans le cœur, alors que le seigne est logé dans le front. Fangai. Parmi ces cadavres, ceux des fous, ceux des esclaves, ceux des sorciers, ou ceux des nourrissons, pour lesquels existe à chaque fois un traitement spécifique. Dans le cas des nourrissons, qu'on appelle les enfants de l'eau, ils ne sont pas inhumés dans la terre, mais placés sur la grève, par exemple, et emportés dans le cours d'un fleuve ou à la marée montante. Et il y a enfin tous ces cadavres qui n'occupent pas le rang statutaire de chef de groupe de descendance résidentielle chargé des invocations aux ancêtres, l'Ampizur. Ce qui fait, vous le reconnaîtrez, beaucoup de monde parmi les femmes et les cadets. Le traitement du cadavre de ces individus sera commun jusqu'à un certain point avec
celui destiné à l'ancestralisation du défunt. Mais évidemment, ce traitement manquera des opérations essentielles à la transformation et à l'ancestralisation du défunt. L'idée générale, en effet, qui préside à ces traitements est que les parties putrescibles du cadavre, la chair, les humeurs, les excrétions, les viscères, sont susceptibles de contaminer les vivants et de les souiller, donc de fonctionner comme source de malédiction qui provoquera l'absence de devenir et de croissance, Simanzar. Tandis que les parties imputrescibles, les os, les crânes, les dents, les ongles et les cheveux, sont à l'origine de la transmission du Asing et fonctionnent comme source de bénédiction et de purification. Sur quoi repose alors la spécificité du traitement rituel propre à l'ancestralisation? Jusqu'au XIXe et XXe siècle, où s'est jouée la conversion de beaucoup d'Antankarg à l'islam et au christianisme, ce traitement consistait pour l'essentiel en la veillée funéraire, accompagnant le travail physique de dessiccation. Ce travail est aujourd'hui assuré de façon mystique par les prières et les rituels confrériques ou chrétiens qui sont réalisés plusieurs semaines après la disparition du défunt et annuellement par le nettoyage du tombeau. On y apprend encore aujourd'hui, par exemple, que le cadavre est veillé en gardiennage comme le bétail, Nyambing Fat, Nyambing Aumbi, par son parent à plaisanterie, le Loatein, un statut fondamental qui appartient à un groupe de descendance différents et qui supervise les opérations funéraires. On y apprend que les descendants de frères et de sœurs classificatoires ont respectivement des tâches spécifiques et distinctes à accomplir, chacun de leur côté. On y apprend que le cadavre doit être disposé sur le dos, sans contact direct avec le sol, orienter la tête à l'est et les pieds à l'ouest, nettoyer et laver avec de l'eau par ses parents du même sexe, les extrémités des membres attachées et pressées par des cordes, en raffia autrefois. On y apprend la nécessité d'introduire à moitié dans la bouche du défunt une pièce en argent, dite élévation de la personne, Tsangan Ulu. Ce n'est pas le Tsangan Tseng, c'est le Tsangan Ulu. Si cette pièce peut être achetée aujourd'hui sur les marchés, elle était autrefois donnée par le roi Antankarg, mais aussi par le Loatein, le parent à plaisanterie, ou bien elle était acquise par la participation au commerce international, donc réservée aux puissants du royaume. On y apprend aussi que la présence du roi est taboue dans les cérémonies funéraires, tout comme l'est celle des enfants prépubères et des femmes enceintes ou ayant leurs règles. On y apprend à se laver, se tonifier avec du miel mélangé avec de l'eau fraîche, à passer les nuits de veillée sans pleurer, en rejoignant les hommes stationnés au nord-est et les femmes installées au sud-ouest de la case. Et l'on sait qu'il faut détruire ou bien purifier la maison du mort avec de l'alcool fermenté ou du miel bouilli, le fameux barissa, pour y rétablir la fraîcheur du lieu, lorsque l'invocation dans la cour résidentielle à l'adresse du défunt par son germain ou son fils aîné lui aura demandé de laisser le monde des vivants en paix et de transmettre le Hashim. On y apprend donc en effet qu'une prise en charge rituelle est nécessaire pour modifier les dispositions d'esprit des morts à l'égard des vivants, comme l'enseigne le cas des cadavres perdus, ceux justement dont l'intentionnalité n'a pas été traitée et qui sont parmi les plus prédateurs et les plus agressifs envers les vivants. On dit qu'ils ont le Zer Tsivita Fumba, l'intentionnalité pour laquelle la coutume n'a pas été achevée. Donc, au-delà de cet infléchissement des prédispositions intentionnelles, ce dont il est surtout question dans ces devenir ancêtres, ce que l'on apprend dans les rituels du cycle de vie, notamment dans les funérailles, ce dont il est question, c'est de fixer parmi les descendants la mémoire de l'intelligence d'esprit calculatrice du défunt, la mémoire du Tseng. On dit qu'il l'a littéralement suivi, Manyaraka, et qu'il l'a façonné tout au long de sa vie, cette intelligence d'esprit calculatrice. Et l'objectif est de mémoriser, de modéliser dans les récits du passé cette intelligence d'esprit, ce seigne, afin de s'en inspirer dans ses propres choix de vie existentiels. C'est un point fondamental
Parce que cet élément d'intériorité correspond finalement à la faculté de traitement de l'information standard décrite par les psychologues. En malgache, d'ailleurs, le terme qui a été inventé pour désigner l'ordinateur, littéralement, signifie le remplaçant du seigne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le seigne est une intelligence d'esprit calculatrice, mais qui est appliquée à un domaine en priorité, donc à un domaine extrêmement précis, qui est celui des relations entre et au sein des groupes de descendance. S'il y est en effet question d'évaluer des situations, de résoudre des problèmes, de planifier des actions, de prendre des décisions en posant le pour et le contre, c'est parce que finalement, ce dont il est question dans le seigne, c'est de choisir judicieusement à différents niveaux qui concernent les relations de descendance. Et ce n'est pas un hasard si une des techniques de corps précoloniales des aristocrates en tant qu'arme était, en se mettant une baguette de bois, au niveau du crâne des nourrissons, d'allonger le front comparativement, disons, aux populations roturières, afin de faire grandir le seigne, un seigne maventi, un grand seigne, une grande intelligence d'esprit calculatrice. Quels sont ces choix judicieux que l'on a à faire dans le cadre des groupes de descendance et de leur rapport? Premièrement, le lieu de résidence, Mangala Tuerana. Choisir son lieu de résidence en tant que leader de groupe de descendance, question fondamentale. Deuxièmement, choisir son conjoint. Il y a un certain nombre d'interdits en rapport avec la terminologie, une obligation d'exogamie au-delà du groupe de descendance, mais au-delà de ça, il n'y a pas de catégorie prescrite. Troisièmement, se rattacher de façon optionnelle aux 8 lignées d'ascendants, ce qu'on appelle les Valuangila, 8 côtés. Donc les 8 lignées potentielles d'ancestralité. Troisièmement, choisir judicieusement les coutumes que l'on va respecter et que l'on va suivre. Choisir les prières invocatrices que l'on va organiser, les dzur. Et surtout choisir les biens patrimoniaux indivis que l'on va gérer, ou que l'on va créer, ou que l'on va aliéner. Le seigne est d'abord l'intelligence d'esprit calculatrice qui est appliquée à ce domaine. Car un seigne maventi, une grande intelligence d'esprit, est à la fois la marque d'une individuation personnelle réussie, à chacun son choix, chacun chez soi, c'est un proverbe en tant qu'arme. Sambiam fedini, sambam chan. C'est aussi la marque d'une conduite de vie ayant aménagé un cadre d'existence propice à la croissance et au bien-être de ses descendants. Ce seigne est d'ailleurs matérialisé dans les récits sur le passé. Il est transmis lors des rituels ou des entretiens coutumiers, mais il apparaît, il est percevable dans les pierres dressées commémorant l'existence passée d'ancêtres glorieux, les Orimbatu, et aussi dans les étendards, les fameux, sur la photo en haut à droite, les étendards flottants au bout des bâtons secs noués sur le cercueil du défunt, par exemple, on appelle ça des seignes. Mais les étendards flottant au bout des bois verts tenus par les enfants, comme ici traversant les villages lors de la coupe de cheveux ou du rituel de circoncision. Et puis les esprits étendards, bien entendu, flottant au bout du mât royal, pour le Tsangat Seng, l'élévation de l'esprit étendard, ou flottant au sommet des mâts de pavillon que les princes nobles plantaient en terre encore au XIXe siècle lorsqu'ils s'affranchissaient de la tutelle d'un prince ou d'un roi. Je vous résumerai ici 2 exemples de mise en récit du tseng d'un aïeul. Lorsque le noble Zubaïr se souvient de son ascendant d'ancestralité antimatère et le cite en modèle de conduite, c'est pour insister sur la manière dont celui-ci, au milieu du XIXe siècle, c'est un tantara qui m'a été raconté début XXe, c'est donc pour insister sur la manière dont celui-ci, au milieu du XIXe, est venu de la côte orientale au secours de son cousin parallèle, Matri latéral, avec ses bœufs et ses guerriers, alors que celui-ci était encerclé par ses ennemis dans le massif de l'Ankara.
Et aujourd'hui, Zubair privilégie les relations de solidarité avec les descendants de ses sœurs classificatoires du côté maternel, qu'il considère comme ses enfants, en dépit de la distance qui les sépare et de leur catégorisation officielle dans la terminologie de parenté comme neveux et nièces. Et par ailleurs, il a coupé au village toute relation avec son cousin parallèle patrilatéral et sa progéniture qu'il est censé pourtant traiter comme ses propres enfants. Voilà, il a suivi le seigne de cet ancêtre. Lorsque un Manantan roturier évoque la mémoire de son aïeul appartenant tout comme lui au clan des Antilavoine, c'est pour souligner la résistance héroïque de ce guerrier tombé au combat en 1895 contre les mernes des Hautes-Terres et son engagement auprès du roi en tant qu'arme, concrétisé dans son habitude de déplacer systématiquement son groupe de descendance dans les lieux qui facilitaient le mieux les replis tactiques du roi vers les îles de la baie d'Ambar lors de cette période régulière d'affrontement avec le pouvoir impérial merne. C'est aussi pour insister, dans les Tantara, sur l'hospitalité et les libéralités de cet ancêtre, qui accueillait les hommes en itinérance et affranchissait les esclaves trouvant refuge chez lui, indépendamment de leur couleur de peau, de leurs origines ethniques, en les mariant aux femmes de son groupe. Et il est frappant aujourd'hui, lorsque vous faites des relevés généalogiques de ce groupe, de constater que nombre des hommes donc de ce groupe de descendance résidentielle, soit ont fait des études et sont devenus chefs de quartier, maires de commune, hauts gradés de l'armée, hauts fonctionnaires à des postes stratégiques de l'appareil d'État malgache sur l'ensemble du territoire, tout en continuant à partir de ces postes à servir la cause de la royauté en tant qu'arme, soit ces hommes sont des travailleurs migrants, mahorais, comoriens, Betsileu, en Tendrouille, en Témour, qui se sont installés tout au long du XXe siècle dans ce village, en se mariant aux femmes de ce groupe qui ont été retenues, qui n'ont pas rejoint donc leur mari dans leur groupe de descendance. Et ces étrangers, mariés, ont pris des responsabilités rituelles et statutaires dans la principauté en tant qu'arme. Donc je vous donne ces deux exemples parce qu'ils vont à l'encontre, on pourrait dire systématiquement, des règles de filiation patrilinéaire, des règles de résidence patrie virilocale, de la terminologie iroquoise à G0 générationnelle et de la constitution morphologique des groupes de descendance agnatiques qui sont censés être les règles de parenté à la fois des Sakalaves, des Tsimiettes et des Antankarang. Donc ce que mettent en exergue ces exemples d'affranchissement de ces règles, il est, je le rappelle, encore tabou aujourd'hui de se marier avec des descendants d'esclaves, chose que fait par exemple ce Manantan en offrant certaines de ses filles à des descendants d'esclaves. Ce que ça la met en exergue, c'est le fait qu'il existe, au-delà de ces règles de parenté, parmi les groupes statutaires nobles et roturiers, un imaginaire encore plus puissant qui les guide dans leur gouvernement des conduites et qui tient à cette idée de suivre le seigne des ancêtres que l'on se reconnaît et auquel l'on s'identifie. Or, si cet imaginaire est si puissant et durable, il me semble, en suivant Mary Douglas, que c'est parce qu'il s'ancre dans une comparaison de cette manière arbitraire d'agir et de classer les êtres, se remémorer un seigne, une intelligence d'esprit calculatrice dans le domaine de la parenté, et le suivre en dépit des règles qui prévalent. Donc, cet imaginaire, il me semble, s'ancre dans une comparaison avec un comportement ou un processus universellement perceptible dans le domaine de la vie animale et végétale. En suivant le seigne, les membres des groupes de descendance réalisent en effet, en acte, une analogie entre la façon dont se passe la reproduction végétative des bananes, animées par le Heiri, et la manière dont se déroule la reproduction et la croissance des groupes de descendance vitalisés par le hashing. En pays en tant qu'arme, les bananes sont considérées comme des plantes très fertiles, parce qu'elles repoussent continuellement en se multipliant sous la forme d'un régime dont les différents fruits se raccrochent tous au même tronc. Ces plantes sont réputées pour se reproduire par bouturage, hors de toute fécondation sexuelle de toute graine, à l'endroit même où elles ont poussé. Elles font ainsi partie de l'ensemble des êtres bénéfiques catégorisés comme morts-vivants, mat velungo,
de par cette capacité à s'auto-régénérer continuellement sur place sans l'intervention d'un tiers. Leur cycle de reproduction est ainsi perçu comme infini, malgré la maturation et la disparition des parties souches, dont les jeunes pousses sont directement issues et dupliquées pour croître et se propager. Comme me le disait une vieille matrone d'un village, parmi les plantes mortes vivantes, mat velum, la banane est la plus bénéfique, parce que, je la cite, « l'élevage et la nutrition de ses enfants se font à ses propres pieds, et parce qu'il est impossible d'épuiser sa lignée. On a beau la couper en morceaux, ces morceaux sont encore vivants. À peine est-elle déjà tuée que ses enfants poussent à ses pieds pour lui succéder. Rien n'étale mieux au grand jour la continuité de la lignée. C'est pour cela qu'il y a un rapport direct entre la vie de la banane et celle de l'enfant une fois circoncis. » Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'importance de ces êtres mat velum comme support d'analogie est justement explicite dans le rituel de circoncision, dont une séquence permet de comprendre l'imaginaire qui est sous-jacent. Les feuilles et les fleurs de bananier sont en effet utilisées, tandis qu'un lieu où l'on creuse une cavité est clôturé par des grandes feuilles, les fleurs rouges sont bouillies toute la nuit, que vous voyez sur la photo, jusqu'à ce qu'une fine pellicule huileuse apparaisse à la surface et soit récupérée pour être refroidie et transformée en pâte. Or, justement, le garçon circoncis, on va le baigner à moitié nu dans cette cavité remplie par l'eau de fleurs tièdes, tandis que son oncle maternel lui enduira le pénis de la pâte de fleurs afin d'accélérer la cautérisation et surtout de rendre son sexe plus viril et fécond. L'image du régime de banane est ainsi utilisée pour incarner la continuité réussie d'un groupe de descendance résidentielle. De même que les 8 lignées ascendantes de l'individu sont appelées les 8 régimes de banane, laf vaalu. La comparaison relevée porte donc sur le fait de rattacher ses enfants sur le lieu de vie même où l'on réside en tant que parent, afin qu'ils soient en mesure de continuer les actions entreprises et la transmission de la vie initiée, et puissent à leur tour engendrer au même endroit des descendants faisant croître ce qui a été implanté et accumulé au fil des générations, indépendamment de la disparition plus ou moins prématurée des ascendants. Or, si le système de parenté officiel distingue les descendants des frères et des sœurs classificatoires, enjoignant aux femmes d'aller résider enfanter auprès de leur mari, il est une constante historique, confirmée par mes relevés généalogiques, qui est que le principe de croissance des groupes de descendance résidentiels et leur montée en puissance dans la hiérarchie des groupes statutaires auturiers repose sur la non-dispersion géographique des descendants des sœurs classificatoires, à l'instar du régime de banane. D'ailleurs, on le formule explicitement. C'est-à-dire, repose sur des stratégies qui vont à l'encontre des règles de parenté officielle. Et lorsque on ne peut pas conserver ces femmes sur place, à tout le moins, on essaye de les réintégrer 3 générations après leur départ, par le biais des alliances matrimoniales. On explique ça, en malgache, en tant qu'arme, par le fait de faire revenir la tête de zébu. Cette lutte contre la dispersion forme la stratégie optimale qui garantit la continuité, l'expansion et la croissance des groupes de descendance statutaires. Leur puissance économique, matrimoniale, militaire et politique ont dépendu en tout premier lieu du nombre de leurs membres mobilisables et de l'ancienneté de leur implantation territoriale. Seulement, c'est là toute l'ambiguïté, le risque majeur inhérent à cette stratégie est la contestation par les Anakambav, les descendants de sœurs classificatoires, des prérogatives politiques, rituelles et économiques, notamment l'allocation des droits d'usage et de possession des biens patrimoniaux indivis, comme la terre, le cheptel, etc., les biens de prestige, menacent donc cette stratégie par la présence des descendants de sœurs classificatoires, menace de rivalité et donc de risque d'éclatement et de scission ces groupes résidentiels. Et quel est le paramètre déterminant justement pour gérer cette tension qu'ont les descendants de sœurs classificatoires, comme les régimes de banane, résident sur le lieu où s'épanouissent les descendants de frères classificatoires? Le paramètre déterminant, c'est la quantité et la qualité des biens de patrimoniaux indivis gérés, créés, aliénés par les groupes de descendance.
Donc vous avez là toute l'historicité, si vous voulez, de la royauté qui s'infiltre et qui se construit à partir de cet imaginaire extrêmement stable. Donc, je vais conclure, si vous voulez, cette partie par vous dire que le tseng et cet entretien de la mémoire, essentiellement, c'est à travers les tabous, le fait de choisir ou non de suivre des tabous, quel type de tabou, je reviendrai peut-être, parce que là je préfère ne pas développer, ou alors le choix des types de dzur, d'invocations rituelles, des entités intentionnelles invisibles. C'est à travers ces deux pratiques que l'on se forge la mémoire du tseng des ancêtres. Voilà. Je passerai là-dessus pour avancer et j'arriverai justement à ce qui fonde la gouvernementalité pastorale en tant qu'art. Et je voudrais suggérer, pour conclure, que la façon dont cette analogie entre la reproduction végétative des bananes et la croissance des groupes de descendance résidentielle, qui fondent l'imaginaire du devenir tseng, du processus d'ancestralisation, qui les fait croître comme des régimes de bananes, est reprise dans le cadre d'une seconde analogie qui va rationaliser l'exercice du pouvoir et le mode de gouvernement de ces groupes de descendance au sein de la royauté sacrée, par le roi. Et cette seconde analogie, c'est pour ça que je l'appelle pastorale, consiste à conduire les groupes de descendance et à les diriger sur les chemins de l'ancestralisation propre à chaque groupe et au niveau du collectif qu'ils forment, en s'assurant de leur devenir tseng, tout comme le berger dirige son troupeau et un zébu de tête conduit derrière lui le troupeau. C'est la seconde analogie qui fonde cet imaginaire. Alors le concept foucaldien de gouvernementalité pastorale insiste sur cette image de la conduite d'un troupeau sur la direction d'un berger, le long d'une route suivie et vécue comme un destin commun, fait de responsabilités réciproques entre le collectif ainsi formé, troupeau, et celui qui, porté à sa tête, en a la charge, le pasteur. Parmi différents chants royaux, repris en chœur par la foule lors des différentes cérémonies royales, il en existe un, justement, qui énonce « Le noble, le prince, conduit et pousse devant lui les mille, la multitude. » C'est l'image même du berger faisant marcher ses zébus devant soi dans la continuité sans interruption, tout en encadrant son troupeau pour aller dans une direction commune. Ce style de conduite du comportement d'autrui emprunte aux différents registres qui sont caractéristiques des relations du berger à ses bêtes. Je n'aurai pas le temps de développer tous les registres de conduite, mais on peut les retrouver. Dispenser la nourriture de subsistance, c'est-à-dire garantir l'entretien matériel du troupeau. Il y a toujours une marmite sur le feu chez le roi, et les indigents peuvent venir y quémander de la nourriture. C'est lui aussi qui nourrit la foule, qui assure qu'il y a suffisamment de nourriture pour accueillir les dizaines de milliers de personnes dans des grandes cérémonies royales. C'est lui qui organise la logistique. Fournir des soins à chaque individu et à l'ensemble qu'il constitue. Soigner le troupeau, le guérir de ses maux, le prévenir des dangers qui le guettent, ramener les bêtes égarées, s'occuper des blessés. C'est lui, par exemple, qui prend en charge les itinéraires thérapeutiques magico-religieux des sujets du royaume qui s'adressent à lui, et il les envoie aux spécialistes rituels en fonction des mots qui les frappent. Un exemple parmi d'autres. Encadrer directement avec zèle, dévouement et bienveillance la multitude et à la fois l'individu singulier qui compose la bête, ce troupeau. Parquer les bêtes en des endroits sûrs, les séparer en cas de conflit, de dominance, guider le troupeau sur la route à suivre ou ne pas suivre, trouver les meilleurs points d'eau, les embouchures, où il y a le commerce transocéanique par exemple, les lieux de transhumance ou de pâture, le faire s'agrandir et se multiplier par accouplement et croisement préférentiel, en arrangeant par exemple des alliances matrimoniales. Tout cela forme un registre comportemental. Enfin, se dévouer mutuellement et porter attention de l'un au tout et du tout à l'un, comme disait Foucault. C'est-à-dire percevoir pour chacune des bêtes l'attitude singulière du berger et percevoir pour chaque bête, par rapport au troupeau, l'attitude inverse, avoir l'œil pour le berger sur la totalité du troupeau et s'inquiéter de chacune de ces bêtes. Cette relation mutuelle, elle culmine, on pourrait dire, Foucault le dit, dans la pratique du bouc émissaire.
dans le sacrifice du pasteur pour son cheptel. Et je n'aurai pas le temps de le développer, mais dans le Tsangatsen, on a une forme de mise à mort symbolique où les relations mutuelles et l'attention portée du tout à l'un et de l'un au tout sont, si vous voulez, continuellement reconduites de par le fait que la distribution des charges rituelles dans le Tsangatsen se fait selon une cognition distribuée dont seul le souverain est le principe totalisateur. À savoir que les différents groupes de descendance résidentielle connaissent les comportements et les activités et leurs contributions à ce grand rituel qui s'étale sur tout le royaume et à l'échelle d'un mois, mais ignorent l'ensemble des actions et des charges qui reviennent aux autres groupes de descendance. Et cette coordination se fait évidemment sous la houlette des manantan, des conseillers royaux roturiers, des anadouanes, conseillers du roi. Mais le roi qui ne peut apparaître et ne peut participer à l'ensemble de ce rituel, sauf à la fin quand le mât est dressé, est pourtant celui qui en coordonne de façon totalisatrice l'ensemble. Donc vous avez exprimé, si vous voulez, cet imaginaire comportemental basé sur l'analogie avec, disons, la pastoralité, vous l'avez exprimé dans ce rituel royal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Foucault rappelait que le domaine d'application et d'exercice de cet imaginaire, encore 5 minutes, se donne non pas un territoire quadrillé, mais une multitude en mouvement qui se déplace d'un lieu à l'autre selon ses besoins. Et lorsque l'on reconstitue l'histoire de la royauté en tant qu'arme, on est frappé par le fait qu'en dehors du centre inamovible que fonde le massif de l'Encarne, les populations, avec leur roi, se déplacent en permanence en fonction des aléas du commerce international, du rapport à l'État, en construction, etc. etc. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que cet imaginaire se matérialise en pratique. La manière dont il se matérialise en pratique, c'est à mettre en rapport avec sa finalité, qui est de couvrir les besoins de cette multitude et d'assurer les conditions de sa croissance et de sa reproduction. Autrement dit, de veiller à son salut. Ce salut qui prend la forme d'une transmission, d'une floraison continue de la vie au sein du troupeau. On retrouve le gouvernement de la vie par le contrôle rituel des sources de l'existence. Or, cette veille et cette surveillance attentive à la voie du salut empruntée se traduisent principalement par la charge du pasteur, qui endure comme un fardeau et une peine le souci constant d'autrui, dit Foucault, inhérent au fait d'être placé au service de cette multitude. Alors, lorsque l'on se tourne vers les exégèses en pays en tant qu'arme, gouverner, littéralement, consiste à avoir la maîtrise de soi-même pour rassembler les autres et les faire avancer sur un chemin à parcourir. Maasaka Tenga, le gouvernement de soi, c'est se rendre supportable la charge de son propre organisme. C'est littéralement la signification de cette expression utilisée pour énoncer la maîtrise de soi. La notion même de gouvernement, fanzakan, de gouvernement souverain, est construite sur la racine zaka, qui signifie littéralement une charge, un fardeau ou une peine que l'on porte et que l'on endure. Ainsi, le terme manzaka, connotant l'art de gouverner, est au sens premier celui d'endurer pour soi et de faire supporter en même temps à autrui une charge et un fardeau. Lorsqu'on demande d'ailleurs aux conseillers royaux, nobles et roturiers la charge, la responsabilité et le rôle primordial du souverain en tant qu'arme, celui qui règne et gouverne parmi tous les princes, la réponse est invariablement la même. En tant que remplaçant sur terre des ancêtres, et tout à la fois maître et propriétaire de ces derniers et de la porte qui permet de communiquer avec eux, il est le gardien qui veille au respect du chemin des ancêtres à suivre, l'alanga digalazanga, et qui se soucie de la route des coutumes qu'il n'est pas permis d'enjamber ni de délaisser pour un tout autre chemin. Lorsque l'on interroge le roi, celui-ci s'estime en premier investi du devoir de protéger les coutumes ancestrales propres au groupe de descendance du royaume et de superviser et veiller à leur organisation et leur exécution correcte afin que ces groupes, les représentants de ces groupes de descendance, puissent s'ancestraliser. Dans sa formulation la plus succincte, la mission du roi pasteur en tant qu'arme est donc de guider
les multiples races ancestrales, les Karlasanga, les multiples ancestralités composant la multitude, sur les routes de leurs ancêtres, qui sont chacune un devenir seigne, organisé, en partie en référence à la voie principale empruntée et tracée par les ancêtres royaux Afinfoots, comme justement modèle d'intelligence relationnelle, tactique et stratégique. C'est ce dont il est question dans l'élévation du Tseng royal, l'esprit étendard, dans lequel tous vont s'identifier. Être en continuité avec le chemin des ancêtres et donc concrètement veiller à ce que les coutumes ancestrales permettant de capter et de canaliser la force énergie de la Terre pour les groupes de descendance, Hernitan, et de mettre celle-ci au service des êtres humains qui l'habitent et des groupes de descendance résidentiels qui y vivent, soient accomplies correctement, pratiquées consciencieusement par la multitude, s'y installant et enterrant ses morts. Les Antankang ne forment donc pas une seule et même race ancestrale, une seule et même ancestralité. Loin s'en faut dans l'esprit des sujets de la royauté. Ils sont avant tout les gens multiples qui habitent et vivent à l'ouest du massif de l'Ankarn, aux alentours. Ils sont la multitude d'ancestralités qui, à l'image d'une chevelure implantée sur un crâne, poussent et croissent ensemble sans que l'un de ces cheveux ne se casse ou ne soit coupé, séparé des autres. Ils sont l'ensemble de ceux qui suivent le fait de diriger, de mener, je cite, et de porter la terre dans ce qu'elle a de plus puissant, à savoir sa force énergie, Heri, tout en respectant ses tabous afin de mieux canaliser celle-ci. Les Antankang sont donc l'ensemble des personnes appartenant à de multiples réseaux d'ancestralité et de parentalité, je ne vais pas développer ce point, ayant leurs ramifications souches dans la région de l'Ankarn, individualisées chacune dans leur propre devenir seigne, et qui consentent à se regrouper, à suivre et à même emprunter le même chemin de conduite et de gestion de la terre, sous l'autorité d'un roi pasteur, qu'elle désigne alors par elle-même, au sein d'un groupe de candidats, nobles, pasteurs, qui se sont précédemment illustrés à ce niveau, notamment justement dans les rapports qu'ils ont su établir et entretenir avec les allochtones et des organisations étrangères à la région. C'est l'intelligence d'esprit stratégique et tactique attendue du souverain, c'était aussi celle qui gère les rapports avec d'autres formations politiques et d'autres groupes étrangers à la royauté en tant qu'arme. Aussi, la principale image qui se dégage, selon la perspective complémentaire du roi ou de ses sujets, celle d'un souverain pasteur guidant, encadrant et poussant devant soi la multitude de troupeaux sur la route des ancêtres à suivre, ou bien celle d'une multitude de troupeaux percevant ce souverain comme un zébu de tête à suivre, impulsant le mouvement à l'ensemble formé derrière lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mpangaraka, la notion de sujet en tant qu'arne, ça veut dire littéralement celui qui suit. Celui qui suit le souverain, et par-dessus tout, celui qui suit son seigne. Car, disent les sujets, le souverain a un seigne 40 fois plus puissant que celui de ses sujets. Alors, je vous donnerai différents éléments, je ne peux pas tous les donner ici pour finir. Si vous voulez, qui justifie cette analogie que l'on trouve dans la royauté. Par exemple, le bâton de berger qui est utilisé lors des grandes cérémonies royales par le Tirensua, c'est-à-dire celui qui fait la police, qui a été sanctifié par le roi pour faire la police. Il fait respecter la disposition, par exemple, des hommes et des femmes selon les orientations cardinales et l'ordre de procession, etc., en utilisant son bâton comme on l'utilise pour gérer un troupeau de zébus. C'est-à-dire qu'il vous frappe derrière les jarrets, il l'envoie comme ça à distance pour ceux, par exemple, qui sont au nord alors qu'ils ne devraient pas de l'être, etc. Et il est habilité donc à frapper à coups de bâton, comme on frappe les têtes de bétail qui s'écartent du troupeau, les populations qui sont réunies à l'occasion de ces cérémonies. Une petite observation parmi d'autres. Deuxième observation centrale. Le groupe de descendance Afinfoots, le clan au sein des Afinfoots, dans lequel on prélève les souverains en tant qu'armes, sont les seuls à ne pas avoir de loi taine dans la région. De parents à plaisanterie, qui est désigné à l'échelle des groupes de descendance, généralement à la suite d'un service qu'il a rendu et qui a permis au groupe de descendance de survivre, don d'une femme, accueil en cas de guerre, etc., etc.
Et le Loiten a un rôle central parce que c'est lui qui reconnaît la qualité du groupe de descendance lors des funérailles, c'est lui qui supervise le traitement du cadavre funéraire. Le roi est le seul, si vous voulez, qui n'est pas de Loiten dans son groupe. Et pourquoi? Parce que dans les faits, il est le Loiten de tous. C'est-à-dire que dans les faits, à chaque fois qu'un groupe a des problèmes pour financer, pour organiser l'ancestralisation d'un des leurs, son dernier recours, c'est le roi. On va lui demander des sacs de ciment pour réfectionner un tombeau. Si on va demander une pièce en argent, etc., etc. Et le roi est en permanence exposé à une multitude de demandes, justement du fait d'être considéré comme le super Loiten de tous. Autre exemple, si vous voulez, au niveau des... pour finir, est-ce que c'est bien la peine? Voilà, oui. Donc, peut-être des chants. Pour finir sur un chant, je m'arrêterai là. Hein. Un chant, si vous voulez, un chant royal qui résume tout ce que je viens de dire, qui s'adresse au roi lors des grandes cérémonies collectives. Moi, je t'accepte toi comme mon ancêtre, ô le prince qui conduit et guide la multitude tel un troupeau. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé très dense et qui vient nous rappeler, s'il en était besoin, l'importance des morts, des ancêtres, de l'ancestralisation comme condition de fonctionnement des groupes de descendance que j'appelle les segments analogistes dans cette région du monde, et qui évidemment est très suggestif par rapport à la figure du roi sacré et du roi divin que tu as évoqué tout à l'heure, telle qu'elle existe dans la littérature, telle qu'elle a été définie dans la littérature à partir de Fraser, de Hockart et de quelques autres par après. Et mes questions voudraient t'inciter à faire des comparaisons plus explicites avec d'autres figures de rois sacrés, de rois divins, en particulier dans une région qui est au fond pas très éloignée, qui est de l'autre côté du canal du Mozambique, vers toutes ces régions où ces rois divins ont été décrits. Je pense évidemment, tu as fait référence aux travaux de Luc Deheusch, d'Adler, le roi divin Chilouk, etc. Alors, une chose qui me frappe dans ce que tu as dit, c'est que si les institutions de la royauté sacrée Sakhalave, dont tu dis qu'elles sont en fait la souche de la formation de cette royauté sacrée septentrionale, sont très caractéristiques au fond de la définition du roi divin, avec en particulier le rôle de la violence, le rôle de la prise des esclaves, le contrôle de la traite, etc. Il semble que dans cette variante septentrionale, la violence ne soit plus aussi importante et que d'une certaine façon, elle ait été supplantée par cette image du pastoralisme. Alors il y a quelque chose d'intéressant au fond parce que du point de vue de la conception de l'espace, on a d'un côté ce massif qui est très romanesque d'une certaine façon, c'est un côté monde perdu, Conan Doyle, enfin cette espèce de ou Vercors, hein, la redoute inaccessible auquel on ne peut accéder précisément que par un petit passage. Et puis de l'autre côté, l'idée du pastoralisme qui est fondée sur précisément le déploiement dans l'espace des troupeaux et la capacité que le souverain manifeste de pouvoir utiliser les espaces de pâturage de la même façon, ou plus exactement, de contrôler ou d'avoir un rapport, en tout cas, avec ces différents groupes de descendance, de la même façon qu'un pasteur contrôlant des espaces de pâturage. Et donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, au fond, qu'est-ce qui fonde cette mutation qui me semble assez importante entre la royauté sacrée Sakhalave, qui, elle, est
très caractéristique, par exemple, de ce que l'on peut voir ailleurs en Afrique. Et puis cette métaphore pastorale qui n'est pas, semble-t-il, très présente dans les royautés sacrées africaines, où le roi sacré est vraiment une figure autonome, ce qui est là aussi séparé des clans, séparé du contrôle de la terre, ayant des troupeaux sans doute, mais n'ayant pas du tout un rapport vis-à-vis de ces sujets du même ordre que ce rapport pastoral que tu viens de décrire. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que tu serais prêt à l'intérieur peut-être d'une typologie ou d'un groupe de transformation des formes de roi sacré, à accorder une position particulière à cette royauté sacrée septentrionale de Madagascar? Et alors, c'est une question complexe parce que j'y travaille et je n'ai pas la réponse et la solution pour l'instant. C'est une bonne question. Alors, effectivement, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi au moment des royautés divines Sakalaves. C'est qu'il y a déjà une forme d'imaginaire pastoral dans ces royautés divines, avec le vocabulaire, d'abord parce qu'elles sont basées sur l'élevage bovin extensif. Il y a que tout le vocabulaire qui décrit le fonctionnement des institutions fait référence à l'élevage. Mais en fait, cet imaginaire est totalement supplanté par son étatisation. C'est le point vraiment qui m'a paru fondamental et important. Et cette étatisation implique, comme partout à Madagascar, une suractivité diplomatique et donc un surdéveloppement des relations avec les étrangers. Et donc une forme de syncrétisme. Les rois Sakalaves, par exemple, multiplient les alliances matrimoniales au niveau de leurs filles avec les Swahili, avec les Indiens, avec les pirates, avec la piraterie aussi. Et donc, finalement, il y a une forme de pragmatisme, de raison d'État, disons, de sécularisation de la rationalisation de l'exercice du pouvoir, qui, à mon avis, tient à cette insertion dans les réseaux de l'océan Indien et du fait de traiter à la fois avec des États en construction voisins, comme sur les Hautes-Terres, et en même temps avec des puissances étrangères, indiennes, swahili et occidentales, qui sont à la fois menaçantes et habilitantes. Et ce qui fait, c'est pour ça que je rejoindrai les travaux de Goody dans son ouvrage de 1971, ce qui pousse à la sécularisation de la rationalisation de l'exercice du pouvoir, une image très simple pour capturer cette sécularisation, c'est qu'au moment même, au XVIIIe siècle, où le souverain, en tant qu'argue, est obligé de se déplacer physiquement parmi un groupe de marchands européens pour garantir leur sécurité alors qu'ils sont menacés par des groupes de son propre royaume, et il est obligé de passer la nuit avec eux pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attaque. Au même moment, vous avez les routes, les chemins principaux aux abords de la capitale royale Sakalave qui sont parsemés de piques avec les têtes coupées des sujets pour vol, pour transgression, enfin bref, qui ont été jugés et qui ont été mis à mort. Donc vous avez comme ça cette double image, effectivement, avec deux positions antithétiques centrales. Et je pense, donc, pour rejoindre Goody, que ce qui fait la différence, à un moment donné, c'est la capacité, de par les échanges avec l'étranger, de réaliser des transferts de technologies de destruction et de s'en assurer le monopole. En l'occurrence, les armes et les munitions. C'est-à-dire que si l'on analyse sur plus de 3 siècles, c'est le travail que j'ai essayé de faire, la royauté en tant qu'arme, qui justement arrive totalement démunie, c'est pour ça que j'ai autant insisté sur les conditions d'émergence. Tous les événements qui frappent son histoire, toutes les transformations qui la frappent, peuvent toutes se lire à travers la stratégie de ses élites, notamment de son roi et des nobles, de s'aménager une interface avec ces réseaux pour, à son tour, se garantir un monopole d'approvisionnement
en technologie de destruction et ensuite en richesse quand on passe au colonialisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette stratégie, encore aujourd'hui, par exemple, lorsque la multinationale s'est implantée, le roi a utilisé l'implantation de cette multinationale pour se constituer un domaine royal, chose qui n'existe pas dans la royauté sacrée en tant qu'arme. Et il a essayé de négocier les conditions d'implantation pour se construire un domaine royal, avec pour enjeu, du côté de ses opposants qui étaient plutôt musulmans et plutôt formés en Union soviétique, au contraire du développement de ce pouvoir plutôt despotique, la volonté de développer une bureaucratie qui remplace l'absence de classe de serviteurs royaux, sous la forme d'une association, avec des bureaux implantés, un projet léniniste typique, avec des bureaux implantés dans chaque village, une assemblée, un homme, une voix, une femme, une voix, que vous soyez autochtone ou allochtone, à partir du moment où vous respectez nos coutumes, tout le monde y participe. Donc il y avait 2 projets comme ça opposés, qui s'inscrivent dans la continuité, justement, je pense, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a 2 facteurs centraux. Est-ce qu'on dégage des surplus au niveau productif qui permettent une fonction redistributive majeure? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce que l'on arrive à monopoliser des interfaces sur les réseaux à l'étranger qui permettent des transferts et un contrôle exclusif des technologies de destruction? Voilà, j'en suis là pour l'instant. Il y a un facteur que j'ai trouvé très intéressant et qui distingue le roi sacré que tu as décrit de rois sacrés africains, tels que Luc II, j'en avais fait un peu le portrait général, c'est qu'il est donc, comme les rois sacrés africains, hors système de parenté, hors échange de parenté, mais en revanche, il est le parent, ce que tu as dit, le parent à plaisanterie de tous. C'est-à-dire qu'il joue à la fois sur une position d'extériorité qui lui donne, comme dans les royautés sacrées, la possibilité d'être vu comme le un par rapport à la multitude, ou le berger par rapport à son troupeau, et en même temps, il réintroduit par la bande, mais sans l'échange matrimonial, les circuits de réciprocité qui sont liés à la parenté à plaisanterie. Ça, c'est une innovation géniale, si je peux dire, du point de vue de la royauté sacrée. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres exemples ailleurs, ou à Madagascar, ou j'en ai pas vu en Afrique, en tout cas. Mais alors, ce qui en fait en plus un lointain spécifique, c'est que c'est un lointain contre-intuitif. Parce que une des fonctions du lointain, effectivement, c'est de s'occuper de l'ancestralisation du groupe avec lequel il est relié, et d'aider ce groupe. Et cette relation se transmet de génération en génération, de groupe à groupe, par opposition à la relation de Fatidja, qui est une relation de parenté créée entre 2 individus singuliers par l'échange de sang. Donc là, on retrouve cette nomenclature qualité sensible qui joue. Mais là où il est contre-intuitif, c'est que dans la parenté à plaisanterie, on peut s'insulter au quotidien. C'est le principe même de la parenté à plaisanterie. On peut avoir des allusions grivoises, etc. Et à l'inverse, pour parler du souverain, il existe un vocabulaire spécifique, comme dans beaucoup de royautés. C'est-à-dire que pour décrire ses actions et ses états, et pour s'adresser à lui, par exemple, Anjaya Manangai, c'est le Seigneur qui me possède. On a vraiment un vocabulaire extrêmement particulier. Par exemple, on le quitte lorsqu'on le salue, on lui demande la route, et on ne doit pas lui tourner le dos jusqu'à ce qu'il disparaisse du champ de perception. Voilà. Donc il y a toute une série de codes qui en font un lointain totalement contre-intuitif, mais justement qui renforce son positionnement. Pour vous donner un exemple précis, détaillé, un noble qui avait des problèmes de revenus et qui était extrêmement pauvre, mais qui était à la tête d'un clan très important dans le village où j'étais, est allé le voir pour obtenir de l'aide. Le roi a décidé de monter une affaire avec lui, et donc lui a payé une pirogue et des filets pour aller pêcher, une forme de métayage, on pourrait dire, transféré, avec en échange l'idée qu'une partie des revenus était reversée au roi. Et ce noble, non seulement a tout gardé pour lui, mais au bout d'un moment a revendu la pirogue et les filets à son propre compte. Le roi l'a maudit. Et l'a maudit en disant voleur tu es, voleur toujours tu resteras, et jamais ton groupe ne croira,
Donc, voilà, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire-là, elle est racontée le jour même où meurt ce noble. C'est-à-dire qu'en dehors de la cour résidentielle, lorsqu'on se balade dans le village, qu'on s'assoit, qu'on discute de cette personne-là, les gens commencent déjà à mettre en récit le seigne de cette personne. Et cette personne appartenait à un groupe qui avait systématiquement trahi ses engagements. Et c'est ce qu'on rappelait. Parce que tel ancêtre n'arrivait pas à avoir d'enfants, tous les garçons mouraient les uns après les autres, et qu'au bout d'un moment, il a décidé de suivre le premier homme blanc qui passerait et de devenir son sujet. Il a trouvé un pasteur anglican, il l'a suivi, il s'est converti à l'anglicanisme, il est revenu, et il a fondé un nouveau groupe, etc., changement de coutume ancestrale, etc., etc. Et en permanence, donc, dans ce groupe, vous aviez des gens, par exemple, du troisième sexe, qui se travestissaient. Le cas, par exemple, d'un jeune qui se travestissait en drag queen et qui allait danser dans les boîtes de nuit, etc. Totalement accepté du point de vue, justement, de ce seigne qui était habituel dans ce groupe. Donc, je me suis un peu éloigné de ta question. Mais la spécificité, là j'y reviens, la spécificité de cette royauté sacrée repose aussi dans la manière dont on conçoit la sacralisation. C'est-à-dire que c'était auprès d'eux que je m'étais amusé à traduire Durkheim. Et les gens m'ont dit pourquoi il est aussi célèbre chez vous, tout le monde le sait ici. Oui, ça va de soi. C'est-à-dire que le fait que c'est la multitude qui, par sa bouche, les paroles prononcées, les représentations produites à l'égard d'un être, d'une chose, sanctifie celui-ci et en fait un être sacré, c'est ce que l'on fait nous ici en permanence. C'est comme ça que l'on construit notre souverain. Oui, alors, dernière question, avant de passer la parole à l'auditoire, c'est la question spatiale. Cette affaire du réduit, du massif, etc., est très intéressante, mais où réside le roi? Comment est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il a des résidences multiples? Est-ce qu'il y a une centralité du siège du pouvoir, etc. Et alors, la centralité de la royauté, c'est le massif, oui. Mais c'est un lieu rituel. C'est un lieu rituel qui fonctionne comme refuge militaire, où on va stocker les troupeaux, les populations, etc., lorsque l'on est attaqué. Mais c'est un lieu où on se rend sinon que pour réaliser des cérémonies rituelles. Et le souverain, ce qui est intéressant, réside dans un douane, un palais princier, qui au cours de l'histoire n'a fait que de se déplacer. Et il s'est systématiquement déplacé justement en entraînant avec lui ses sujets. Donc, est-ce que je vais... Voilà. Il s'est par exemple déplacé à la fin du XVIIIe siècle, il est sur la côte ouest. Il est sur la côte ouest et il essaye de s'insérer dans les réseaux commerciaux swahili. Et puis, au début du XIXe, il va basculer sur la côte est à Vohemar. Pourquoi il va basculer sur la côte est à Vohemar? Il va s'installer à Vohemar parce qu'il y a le développement des mascarenhs et qu'il y a un commerce de zébus qui se met en place et qu'avec leurs troupeaux gigantesques, ils participent directement de ce troupeau. Un développement impérial merne, prise de contrôle de la région, une oligarchie qui capture le commerce de zébus avec les mascarenhs. Le roi va se réfugier sur les îles en rentrant en conflit guerrier avec eux. Donc en permanence de l'histoire de Madagascar, il y a un nomadisme du roi et donc de sa suite, de ses sujets, qui vont s'implanter là où, c'est là où on peut faire la corrélation et répondre à ta première question, là où il y a les ressources nécessaires au développement des biens patrimoniaux indivises des groupes de descendance. Et là où il se fixe aujourd'hui dans la ville d'Ambatoirang et d'Ambiloubé, Ambatoirang qui est juste à côté du massif de Lankar, c'est sous la colonisation, tout simplement parce que les biens patrimoniaux indivises des groupes de descendance deviennent des terres. Alors qu'auparavant, ils étaient des troupeaux de zébus, alors qu'auparavant, ils étaient des biens de prestige. Et à partir du moment où il y a les terres sous la colonisation qui deviennent ces biens, on crée même des réserves indigènes au nord de Madagascar, sous responsabilité du roi qui est gouverneur indigène de l'État colonial français, etc. À partir du moment où ce sont les terres qui viennent innerver les biens patrimoniaux indivises, il y a fixation des populations au territoire, et donc territorialisation sur un mode qui va être caricaturé avec l'ethnicisation, la politique des races de Gallieni.
Mais ce qui est très intéressant, c'est temporaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les terres commencent à être privatisées, marchandisées, elles ne sont plus assez nombreuses dans la région par rapport à la pression démographique. Et donc, il y a un nouveau bien patrimonial indivis qui émerge, qu'on pourrait appeler le capital social. Et donc là, vous avez de nouveau éclatement en diaspora des groupes de descendants en tankargue, qu'on retrouve dans toute l'île à Tana, qu'on retrouve à l'étranger, etc., et qui vont gérer, comme bien patrimonial indivis à l'échelle du groupe de descendance, ces réseaux sociaux qui leur permettent de tirer des revenus pour le groupe. Donc en fait, c'est la nature du bien patrimonial indivis, fondant le groupe de descendance, qui oriente les politiques de déplacement dans l'espace du souverain, encadré justement par les représentants de ces groupes de descendance. Voilà la réponse que j'apporterai. Oui, Perry.